Bonjour, je suis toujours Claire. Bonjour, je suis toujours Dominique. Aujourd'hui, nous vous proposons une vidéo sur les points forts et les points faibles du Westphalia Kepler 6 que nous possédons depuis 6 mois. À tout de suite. A tout de suite. Alors, dans le premier point fort, on va dire, c'est plutôt le ressenti au niveau confort de conduite et côté pratique en circulation. Par rapport à un camping-car classique, un fourgon van comme on a, ça se conduit exactement comme une voiture. On peut l'utiliser au quotidien comme une voiture si on veut aller travailler ou si on veut aller faire ses courses avec, ça pose pas de problème particulier. Et puis sur le plan de l'agrément de conduite, c'est sûr que par rapport à un camping-car style Ducato ou des choses de ce genre, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. On a une boîte automatique, on a tout un tas de choses qui favorisent l'agrément et le plaisir de conduite, ce qui pour nous n'est pas anodin. C'est quand même un véhicule avec lequel on est amené à faire pas mal de kilomètres, donc autant les faire avec plaisir. Ça, c'est un gros point fort du van. Et la passagère est très bien assise, ce qui n'était pas forcément le cas dans l'autre van qu'on avait. Là, c'est vraiment Tout à fait. un fauteuil, voilà. Donc de ce côté-là, c'est vraiment... Dans les côtés pratiques, l'encombrement du véhicule, notamment sa hauteur, sont quand même de sacrés atouts. Et on passe quand même assez inaperçu sur un parking, évidemment, toit fermé. Là, on ne peut pas savoir si on dort à l'intérieur ni rien. Donc en fait, on est un véhicule comme tous les autres véhicules à ce moment-là. Un autre avantage aussi par rapport aux véhicules à la conduite, c'est les trajets sur autoroute, puisqu'on passe en classe 1 comme les voitures, étant donné qu'on fait moins de 2 mètres de haut. C'est quand même quelque chose de plutôt intéressant, surtout par les temps qui courent et quand on sait le prix des péages d'autoroute. Il y a aussi quelque chose qui n'est pas négligeable à l'heure qu'il est, c'est la consommation. Parce que là, je suis à peu près entre 8 litres et 8 litres 5 au 100 km. Je pense que si vous avez un fourgon, évidemment, à plus forte raison si vous avez un camping-car plus gros, eh bien on est plus aux alentours des 11-12 litres, voire peut-être même un peu plus si on fait de la montagne. Quand on connaît le prix du litre d'essence ou de gasoil plus exactement en ce moment, ça peut donner à réfléchir. Le deuxième point fort, c'est la partie cuisine. Donc fonctionnel, efficace, petit, mais on s'adapte avec la vaisselle qui va avec. Un frigo cuve qui refroidit extrêmement bien et qui finalement a une bonne contenance, moi je trouve. Un évier petit, mais l'évier à la limite, en général, on s'en sert peu parce qu'on lave la vaisselle avec peu d'eau et dans une cuvette. Pour moi, c'est vraiment suffisant. C'est utilisable tel quel. Dans la partie salon, alors le premier des avantages, c'est vraiment le fait que le toit se relève. Déjà, on peut se lever, ce qui est quand même pas négligeable. Et puis, ça donne du volume à cet espace salon. Et ça, on n'avait pas ça dans le van précédent. Un autre avantage, comment dirais-je, de la configuration du Kepler 6 par rapport au Kepler 1, par exemple, c'est sa modularité et le fait qu'on puisse enlever une partie du mobilier dans le van pour le transformer en fourgon, tout simplement, pour déménager des choses, par exemple. Une fois, on est allé chez Ikea pour ramener une commode. Le fait de pouvoir enlever les deux sièges arrière et le lit du bas, eh bien c'est sûr que c'est un vrai avantage. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a pas mal apprécié. Le positionnement des 4 sièges en face à face, ça dégage vraiment une bonne place, même pour travailler sur la table, pour notre chien qui prend quand même de la place. Et puis, c'est assez maniable. Une des spécificités du Kepler 6 par rapport au Kepler 1, par exemple, c'est le coffre arrière qui existe vraiment et qui n'est pas du tout anecdotique puisqu'on peut y loger tout un tas de choses. Nous, on y a mis des chaises de camping, on y a mis la table de camping, on y a
mis quelquefois les WC chimiques, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et puis, bon, même en mettant tout ça, ça laisse encore de l'espace pour ranger des choses quand on fait des courses, par exemple. On peut mettre les sacs de courses dans le coffre, comme on le ferait avec une voiture tout à fait normalement. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo où nous étions à Beaufort, dans le premier van, sans chauffage, sans isolation, sans rien. Là, pour le coup, on a testé avec le chauffage et l'isolation. Et là, ça n'a plus rien à voir. Un hôtel de luxe 4 étoiles, vraiment. Donc ça, c'est un point fort, le chauffage, vraiment. Alors, chauffage qui est de très bonne qualité, qui fonctionne très rapidement, c'est-à-dire qu'en l'espace de quelques minutes, on réchauffe le volume intérieur du véhicule. Autre point fort, c'est l'éclairage. Alors ça, c'est sûr que c'est le top du top. L'éclairage intérieur. Oui, l'éclairage intérieur, donc tout ce qui est petites lumières qui sont orientables, les petits néons, et puis les lampes qui s'allument un peu partout. Alors ça, éclairage d'ambiance. C'est vraiment super agréable. Et puis toutes les prises qui nous permettent de recharger nos ordinateurs, nos téléphones, etc. Super bien pensé, bien positionné, et puis suffisant, en fait, pour nous deux. Voilà. Avec un petit panneau solaire de 120 watts et la batterie d'origine du véhicule, je parle de la batterie cellule, on ne s'est jamais retrouvé en panne. On a des ordinateurs, on a des iPads, on a des choses comme ça. Moi, ça m'arrive de faire de la musique dans le véhicule et du coup, ça consomme quand même un petit peu de courant. Et on ne s'est jamais retrouvé en rate de batterie, hein, c'est vrai. Je pense que bon, là-dessus, entre les moments où on roule et puis les moments où on est à l'arrêt et où on est relayé par le panneau solaire, c'est vraiment quelque chose de tout à fait sympa. Alors le panneau solaire, pour le coup, je pense que ça ne représente pas un investissement énorme. Je ne sais pas exactement quel est le prix de l'option, puisque c'était inclus quand on a acheté le véhicule neuf. À mon avis, ça ne dépasse pas 400 ou 500 euros posés. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre parce que c'est vraiment très très intéressant sur ce type de véhicule. Alors avec regret, on va parler des points négatifs. Les rangements qui sont pour moi un peu restreints et surtout très difficiles d'accès par rapport à mes soucis, surtout au niveau des bras. Parce qu'à un moment donné, pour attraper les vêtements, alors soit on est à quatre pattes, mais on a la tête coincée entre le plafond et l'appui-tête. Bon, ça le fait, mais bon, il faudra un peu se contorsionner. Mais si on est assis, bah, en fait, pour saisir les vêtements qui sont dans les petits placards, il faut placer le bras en arrière. Donc, ce n'est pas une position quand même naturelle. Et les extraire, c'est-à-dire qu'à tous les coups, on les déplie, évidemment. Alors, bon, c'est pas très grave parce qu'on n'a quand même pas énormément de vêtements. Enfin, sur du long terme, on se projette sur plusieurs semaines dans ce véhicule-là, défaire tout à chaque fois pour obtenir, parce qu'en plus là, c'est plutôt dans une zone sombre, pour obtenir ces vêtements, c'est pas l'idéal parce que les rangements sont très compartimentés et petits. Alors, autant au niveau cuisine, je trouve que voilà, ça suffit. Autant pour la partie vêtements, en été, ça le fait. En hiver, c'est quasiment certain qu'il n'y aura pas assez de place. Si on n'a pas parlé de l'accès au gaz, en fait. Soit on plonge derrière le siège, passager arrière, soit on est, pareil, à l'envers pour extirper le couvercle du gaz et déboulonner le bitonio, là. Donc en fait, ça, c'est des petites choses, mais à la longue, c'est répétitif. Puis quand on a quelques douleurs, là, c'est restrictif. Voilà. Alors ça fait une bonne transition pour la suite. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a jamais pu utiliser le véhicule en hiver puisqu'on l'a eu début avril 2022. Et là, on est au mois de septembre, fin septembre 2022. Donc on n'a pas eu encore à l'utiliser en plein hiver, mais je pense que quand on va devoir le faire, surtout qu'on habite à la montagne, je crois qu'on va quand même un peu pleurer, quoi. On va pleurer parce que le gros problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir ouvrir le toit, ce qui fait qu'on va se retrouver confiné en bas. Alors en bas, vous le savez, dans le Kepler 6, il y a un lit qui peut se déplier, mais pour l'avoir déjà déplié 3 ou 4 fois,
on se rend compte que c'est quand même pas très évident. D'abord c'est très lourd. Ensuite, il faut obligatoirement avoir les 2 sièges arrière parce que sinon on ne peut pas appuyer le lit. Le lit, la partie arrière du lit s'appuie sur le dossier des 2 sièges. Donc ça veut dire qu'on est obligé d'emmener les 2 sièges arrière. Et puis du coup, une fois que le lit du bas est déplié, on n'a absolument plus aucun espace en bas. Ce qui veut dire que si jamais il pleut ou il neige, ou voilà, là on est quand même très confiné. On n'a plus du tout de possibilité de bouger dans le véhicule. Et le toit en plus étant baissé, c'est vrai qu'on ne peut pas se mettre debout. Donc je pense que les limites, elles sont un peu là. Alors après, vous nous direz aussi que ce soit un Westphalia ou un California ou d'autres choses du même style, si vous avez déjà expérimenté et utilisé ce type de véhicule en plein hiver, mais là, j'avoue que je le sens assez mal. Pour moi, c'est un véhicule qui n'est pas forcément très facile à utiliser en dehors des périodes estivales. En fait, l'intérêt, c'est de vivre au maximum à l'extérieur. C'est bien en plein été quand il fait 30 degrés dehors, mais en plein hiver, quand il fait moins 40, c'est déjà moins drôle, quoi. Nous, c'est un véhicule qu'on voulait utiliser tout le temps, aussi bien en été qu'en hiver. On se rend bien compte que quand il va neiger, etc., ça va pas être possible, quoi. Donc le véhicule, je pense qu'il va rester beaucoup au garage. Alors après, je sais pas, peut-être qu'il est possible d'utiliser le toit relevable malgré tout en plein hiver avec de la neige, etc. Mais je vois pas trop ça clair parce que ça veut dire que s'il tombe 40 cm de neige, si le toit est ouvert, la toile de toit, elle est complètement ensevelie. Ça veut dire qu'il faut retirer toute la neige pour fermer le toit. Enfin bon, je vois pas ça très simple quand même. Le van aménagé avec toit relevable tel que celui qu'on a, c'est peut-être pas forcément le véhicule le mieux adapté à des sexagénaires, parce que nous le sommes. Et c'est vrai qu'on a peut-être un peu présagé de notre forme physique quand on a investi dans ce type de véhicule. Ça demande quand même au quotidien un petit peu plus de manipulation et de manutention qu'un véhicule camping-car plus classique. Je veux dire, si on parle par exemple uniquement de la mise en place du lit du haut, ça c'est un des points qui nous a posé quelques soucis, même si c'est pas non plus... Quand on s'arrête quelque part avec ce type de véhicule, on a de la manutention à faire. Il faut ouvrir le toit relevable, il faut relever le plafond. Alors ce ne sont pas des actes complètement impossibles et très difficiles à réaliser, on est bien d'accord, mais il faut quand même les faire au quotidien. On a tout un tas de choses à déplacer en permanence. Un exemple ? Alors un exemple, quand on veut se coucher, on est obligé d'aller chercher tout le matériel dans le coffre, les duvets, les oreillers, etc., qu'on est obligé de monter sur le lit du haut, parce que comme on ne peut pas refermer le toit avec tous les accessoires du lit dedans, à chaque fois qu'on se lève le matin, on enlève tous les duvets, on enlève les oreillers, on remet tout dans le coffre et on recommence le soir quand on veut se coucher, on fait la manipulation inverse, on ouvre le coffre, on va chercher les duvets, on va chercher les oreillers. Il y en a un qui monte dans le lit et qui doit installer tout ça parce que sinon l'autre ne peut pas s'installer étant donné qu'il y a tout le bordel dans le lit du haut. On n'avait pas vu ce petit détail qui est quand même au quotidien un petit peu compliqué. Si on avait 30 ans de moins, en parfaite santé, sans avoir de problème de mobilité, quand on doit se contorsionner ou se plier en 2 ou en 10, ça serait peut-être un peu différent. Là, dans l'état actuel des choses, l'étape du coucher est un peu angoissante. Alors on va rester sur le lit parce que le couchage, je pense que c'est un des problèmes, des inconvénients majeurs qu'on a rencontrés. Alors il y a la mise en place du lit, mais il y a après monter dans le lit. L'ascension. Voilà, l'ascension. L'ascension. 3-4 barreaux d'échelle, quand on est en pleine forme, ça paraît pas insurmontable. Quand on a des difficultés, ça devient vite compliqué. Dans l'espace couchage du haut, nous on a trouvé qu'il y avait quand même assez de place. Voilà, alors le matelas en temps normal est confortable. Il faut dire aussi que nous, on a acheté une échelle télescopique qui permet de monter dans le lit à moindre mal, on va dire. Mais il faut savoir qu'à la base, quand même, le véhicule est vendu sans échelle et qu'on est censé grimper dans le lit en montant sur un siège, en mettant le pied au-dessus de l'évier, sachant qu'au-dessus de l'évier, il y a quand même une plaque de verre qui est relativement fragile, surtout quand on pose 80 kg dessus.
Alors il y a une petite planche qui est proposée et qui est censée éviter tout ça. Enfin, quand on l'a eu, on n'avait pas... On vous a fait grâce à la vidéo, hein, parce que... On n'avait pas d'échelle, donc on a quand même réussi à se coucher. Mais bon, enfin là, d'ailleurs, on a bien rigolé, mais on s'est quand même un peu fait mal, quoi. Donc, c'est vrai que le toit relevable, c'est un gros avantage pour se mettre debout dans le véhicule, ça dégage de l'espace, mais la partie couchage, c'est quand même pas très adapté à des gens de notre âge. Alors, si vous avez notre âge et que ça ne vous pose aucun problème, bah, vous nous le direz. Peut-être que ça ne tient qu'à nous, hein, c'est possible, mais voilà. Autre point pour nous quand même à l'usage assez négatif, même très négatif, n'ayons pas peur des mots, c'est le côté salle de bain. Enfin, si j'ose appeler ça comme ça, parce qu'il n'y en a pas en fait de salle de bain. Donc on bidouille quoi en fait. Donc voilà, on est toujours en train de chercher plus ou moins une solution. Alors encore une fois, en été, ça pose pas trop de soucis, parce qu'on peut se doucher à l'extérieur avec la petite douchette qui, je rappelle, envoie quand même de l'eau froide, parce que dans le Kepler 6, il n'y a pas de chauffe-eau. Donc tout ça, ça se fait un petit peu à la barbare quand même. C'est pas d'un grand confort non plus. Alors quand on fait un petit week-end, ça va bien, parce que bon, on sait qu'on va revenir à la maison, puis on peut faire une toilette de chat, c'est encore acceptable. Mais quand on part vraiment plus longtemps, alors soit on est obligé d'aller en camping, ce qui n'est pas forcément l'objectif quand on a un véhicule comme ça, pour se laver, même pour se laver les dents, ne serait-ce que ça, c'est vraiment pas évident du tout. Alors encore une fois, tout ça en été, ça se gère, mais en hiver... On évitera le sujet des WC, parce que honnêtement, là, c'est chacun son truc, hein. C'est système D et compagnie. Mais ça, effectivement, en hiver, le système D, ça sera déjà moins drôle aussi. Voilà. Alors, si on est sur le chapitre WC, on peut quand même en parler un petit peu. Nous, on a un porte-à-potty, donc un WC portable, bon, qui est ce qu'il est, mais enfin, qui rend service malgré tout. Le gros souci quand même qu'on a, c'est que vu qu'il n'y a aucune intimité dans le véhicule, bah, quand il y en a un qui a besoin de faire popo, eh bien, l'autre doit obligatoirement sortir. Et ça veut dire qu'encore une fois, en plein été, quand il y a du soleil, etc., ben on va faire un petit tour, puis on revient une fois que l'intéressé a fini ce qu'il avait à faire. Mais en plein hiver, ou même en plein été, quand il pleut ou quand il fait pas beau, bah là, pas très confortable, quoi. Bon, encore une fois, ça se gère aussi, parce hein, qu'on c'est a quand vrai. même réussi à faire des parties de franche rigolade avec ce côté un peu voilà, particulier. Bon, mais c'est vrai que c'est quand même, bon, voilà, ça manque un peu de confort du côté pour hygiène, parce qu'on peut avoir de l'hygiène avec rien en fait, hein, mais plutôt côté pratique, ça manque. Et là, je fais référence au fourgon aménagé qu'on a eu il y a quelques années, qui était un post-sol. Donc vous voyez ce que c'est, avec une petite douche. Alors c'est pas une douche comme à la maison, hein, on est bien d'accord, mais c'est quand même une partie séparée avec une porte dans laquelle on peut s'isoler. Donc on peut prendre une douche chaude dans un compartiment douche qui existe vraiment. Et puis avec les toilettes au passage, c'est autre chose, quoi. Enfin, faut quand même être clair là-dessus. Pour un homme, ça pose moins de problèmes, on va dire ça comme ça. Pour une femme, merci le chien. Je suis bien contente de te l'entendre dire. Parce que Dominique n'a que des garçons, enfin moi aussi puisque ce sont des enfants. Mais on en a peut-être. Mais la vision des toilettes n'est pas la même. Alors surtout à notre âge, je pense qu'effectivement on n'a pas la même vision de cette chose-là. C'est-à-dire que voilà, tu es plus dans le côté pratique, moi plus dans le côté intimité, on va dire. Mais je pense que si vous avez des filles, vous comprendrez ce que je veux dire. Au départ, la qualité perçue, elle est plutôt bonne, c'est-à-dire qu'on a un véhicule qui est agréable à regarder, avec des beaux sièges en cuir blanc, enfin c'est pas du cuir, mais c'est du simili-cuir blanc, et puis un mobilier blanc qui est aussi assez sympa visuellement, mais on se rend assez rapidement compte qu'au niveau de la qualité de fabrication et de la finition, c'est quand même assez light. Je prends pour exemple les sangles qui permettent de redescendre le toit à un moment donné pour le rattacher vraiment sur le véhicule. Ce sont des vulgaires sangles en toile en fait qu'on trouve chez Norauto à 20 balles les 10.
c'est quand même peu qualitatif. Et c'est vissé avec des toutes petites vis à bois dans le plafond. Je pense qu'à un moment donné, à force de tirer dessus, ça va me rester dans les mains. Et ça, c'est quand même un petit peu limite. Quand on met ça en relation avec le prix du véhicule, il y a quand même beaucoup de choses qui, sur le plan de la finition, laissent un petit peu à désirer. Alors, c'est vrai que souvent en camping-car, on est quand même assez confronté à ce genre de choses. Mais là, quand on regarde beaucoup de petits détails comme ça, on se rend compte que c'est quand même pas Dodge Qualita. Contrairement à ce que j'avais dit d'ailleurs dans une des premières vidéos de présentation, où j'avais plutôt l'impression que c'était du bon. Là, je mets quand même de gros guillemets là-dessus. Après, on verra bien à l'usage, hein, mais je crains qu'on ait quand même quelques mauvaises surprises sur le long terme. Bon, après, avoir vécu certaines choses, il faut avancer et prendre soin de soi. Ça, c'est pas négligeable. Et je dirais que c'est pas négociable non plus. Ce véhicule-là pose quelques problèmes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit les utilisateurs qui s'adaptent au matériel, enfin, qui abandonnent un certain nombre de leurs envies ou de leurs besoins parce que le matériel n'est pas adapté. Et je crois qu'il ne faut pas non plus hésiter à s'avouer vaincu quelquefois, comme on l'a d'ailleurs fait déjà avec le T6 qu'on avait au départ. On avait de grandes idées sur le minimalisme, etc. On a mis des caisses en bois dans le machin et puis on s'est allongé dessus, puis on a vite compris que bon, bah, c'était vachement sympa, mais qu'il y avait des limites à tout ça. Donc voilà, peut-être qu'on touche encore à des limites avec le Westphalia qu'on a en ce moment. Et peut-être que ça va nous amener à réfléchir à d'autres choses. Je pense que c'est surtout ça en fait qui est important. Voilà. Rebondir et puis de ne pas renier nos projets. Et donc on va réadapter les choses pour pouvoir aboutir. Mais pour moi, c'est pas du tout un échec, une souffrance. C'est juste que le constat est que effectivement, quand on a certaines pathologies et séquelles, il faut trouver les conditions pour que ça se fasse sans souffrir encore en plus. Partir en camping-car ou en van, etc. C'est quelque chose qu'on fait déjà depuis de nombreuses années, comme vous le savez. C'est surtout pas une chose à laquelle on est prêt à renoncer, surtout en ce moment avec la conjoncture que tout le monde connaît. C'est pas exclu qu'on parte encore sur une autre idée dans les semaines à venir, on verra bien. On s'est fixé évidemment un certain nombre de limites parce qu'on est comme tout le monde, on n'a pas gagné au loto. Évidemment, on est obligé de faire avec les moyens qu'on a, mais par contre, il faut qu'on se retrouve dans des conditions où on est vraiment dans le plaisir et dans le confort. Si c'est pas ce véhicule-là, ça sera un autre. Et puis même s'il faut qu'on le revende dans 6 mois, eh ben on le revendra dans 6 mois et puis c'est tout. Et on passera à autre chose sans arrière-pensée. Je pense que on est naïf au départ quand on a eu ces deux véhicules-là. Ce sont des expériences qu'on fait. Et puis finalement, par rapport à ce que j'ai eu, ça me donne des buts. Ça repousse aussi mes limites. Et puis moi, j'y crois. En fait, je renoncerai pas de toute façon. Donc on va trouver les solutions. Moi, je sais ce que je vis, je sais où j'en suis et je sais ce que je veux. C'est-à-dire que je veux continuer à vivre avec ce qui m'est donné. Voilà. Et puis, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse pas forcément des concessions, justement, mais des adaptations. Je vous parle là d'aspects un peu pratiques et techniques, mais en fait, le fond du truc, c'est que l'expérience, de toute façon, elle est positive. Ne serait-ce que de pouvoir s'évader avec ce type de véhicule-là, on est bien conscient du luxe que ça représente. Et ça, on ne boude pas notre plaisir. Le problème qu'on rencontre, c'est un peu des problèmes de riches. Hein. C'est-à-dire que bon, le placard qui n'est pas situé au bon endroit, le véhicule qui ne se conduit pas comme on voudrait, le toit qui est un peu trop haut. Quoi qu'il en soit, tout ce qu'on a fait avec jusqu'à maintenant, les coins qu'on a découverts, qu'on ne connaissait pas dans la région même dans laquelle on habite, ça reste de toute façon de l'hyper positif. Et à chaque fois qu'on l'a utilisé, même si on a connu un certain nombre de petites difficultés techniques ou pratiques, on a toujours pris beaucoup de plaisir. De respirer la liberté, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on recherche tous les deux, s'évader. Et c'est vrai que quel que soit le type de véhicule, je pense qu'on peut le faire, sauf que c'est un peu plus compartimenté en fonction de l'âge, de la pathologie, mais c'est pas impossible. Et du coup, il faut vraiment aller jusqu'au bout de ses rêves, même si c'est par étapes. On a quand même eu aussi des crises de fou rire, hein, notamment pour les toilettes, d'où l'achat du petit toilette, comment t'appelles ça ? Porta-potty. Voilà. Il y a eu des choses, des moments drôles, parce qu'on a voulu vraiment rester dans le minimum. Hein, bof. Donc, oui, on a eu des moments de fou rire. Bon, la première ascension sans échelle, je suis pas sûre que ça m'ait fait rire.
hein, parce que franchement, j'ai cru que j'allais jamais pouvoir monter. Alors oui, aussi, les traitements m'ont fait prendre du poids, m'ont enlevé de la souplesse, mais pas que. Il y a quand même... L'échelle nous a quand même un peu sauvés. Mais non, non, on a eu des moments de fou rire, comme on a eu dans le premier d'ailleurs, et puis on en aura toujours, enfin on espère. Si on n'ouvre pas le toit, on est quand même beaucoup comme ça, donc la position n'est pas top top. C'est pas un véhicule hyper confort au sens strict du terme. Pour moi, ça peut pas se comparer à un camping-car classique, et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on rencontre ces difficultés en question. C'est sûr que bon, si on veut vraiment quelque chose qui se rapproche du comme à la maison, c'est pas le type de véhicule à utiliser. Si vous avez plus de 60 ans, après, chacun est différent à 60 ans. Il y a des gens qui courent plus vite que des jeunes de 25 ou 30 ans, on est bien d'accord. Mais quand même, globalement, pour se faire une vraie idée de ce que c'est, je crois que le plus simple, c'est d'en louer un véhicule pendant quelques jours et puis de faire l'expérience et de voir, et c'est peut-être le tort d'ailleurs qu'on a eu, parce que si on en avait loué un et qu'on avait essayé avant de signer le bon de commande, je pense qu'on aurait peut-être eu le stylo qui tremble un peu et qu'on aurait peut-être fait autrement. Je sais pas. Voilà, au-delà d'un certain âge, il y a l'envie de voyager dans ce type de véhicule parce qu'il y a aussi le côté un petit peu vintage. Bon, je vais pas faire le vieux con, hein, mais malgré tout, on a connu les Westphalia première génération. On est un petit peu resté sur cette idée de Woodstock et petites fleurs sur les T1 et compagnie. C'est un très beau véhicule, mais on est un peu mitigé dans l'utilisation quotidienne, pour notamment une utilisation sur du long terme. Es-tu prêt à y vivre? Ah non, non. Non, parce que voilà, c'est une idée qu'on avait eue à un moment donné, voilà, de tout lâcher prise partout, et puis de partir par Mont et par Vaux. Ah bon? Oui. D'accord. T'étais pas au courant? Non, non, moi je savais pas. Je partirais toute seule. Enfin, en tout cas, moi, si je pars vivre en camping-car, ce sera pas dans un Westphalia Kepler 6. Si on devait vraiment vivre à temps complet toute l'année dans un camping-car ou en nomade, c'est sûr que là, c'est pas du tout un véhicule adapté. C'est pas possible, ne serait-ce que pour l'hygiène, c'est pas possible. La capacité de stockage, mais sur du gros volume, quoi. Les vêtements d'hiver, les vêtements, les manteaux. Donc ça, je crois qu'on peut le dire aussi, c'est quand même un véhicule qui est très adapté au séjour à court terme, c'est-à-dire sur un week-end de 2-3 jours, ça le fait parfaitement, et là c'est très agréable. Mais sur un séjour beaucoup plus long, sans parler de vivre à l'année dans le camping-car, et on envisageait de repartir vers les pays scandinaves, la Norvège, la Finlande, etc., où il ne fait pas toujours très beau et où les températures ne sont pas toujours celles de chez nous, j'ai quand même des doutes. Ça serait faisable, hein, c'est sûr, mais je ne sais pas si on ne serait pas quand même à un moment donné pressé de rentrer à la maison. Alors que dans un camping-car plus grand, il y a les avantages des inconvénients et les inconvénients des avantages. En fait, je crois que c'est un peu ça le deal, quelque part. C'est qu'est-ce qu'on privilégie? Est-ce qu'on privilégie le côté automobile, l'agrément de conduite et puis la facilité de se déplacer avec ce type de véhicule-là par rapport à la vie à l'intérieur, à l'arrêt? Ça, c'est une grande question. Et je pense que nous, on a privilégié, enfin moi plutôt, parce que j'adore conduire, que je voulais pas me retrouver de nouveau au volant d'un tracteur. J'ai pas mal privilégié le côté agrément de conduite par rapport au reste. Et à l'usage, on s'aperçoit que voilà, c'est pas forcément idéal. L'idéal serait d'avoir un véhicule qui procure l'agrément de conduite et la facilité de conduite du T6, et la capacité de vie à bord d'un fourgon, par exemple. Ça serait quelque chose d'assez phénoménal, mais à ma connaissance, pour le moment, je n'ai pas trouvé de véhicule qui corresponde à ça. Si c'était à refaire, est-ce qu'on referait le même choix ou pas? Il y a quand même des choses qu'on aurait pu un petit peu anticiper, par exemple le couchage en haut. On aurait pu se douter qu'effectivement ça allait peut-être nous poser quelques petits soucis au quotidien. Bon, moi j'ai quelques petits regrets quand même, parce que je me dis que pour le même prix, on aurait peut-être dû revenir à un fourgon classique comme celui qu'on avait il y a quelques années, avec les nouvelles motorisations Fiat, la nouvelle boîte auto du Ducato, qui a l'air d'être plutôt pas mal, ou en tout cas envisager un véhicule un petit peu plus confortable, tout
tout ce qui est espace salle de bain, tout ce qui est espace couchage, etc. Ne pas avoir à faire de manutention et de manipulation. Alors on y aurait peut-être un peu perdu en agrément de conduite et puis sur tout ce qu'on a dit au niveau maniabilité, au niveau accès à certains parkings, etc. Après, je pense que tout ça, c'est un peu des faux problèmes en même temps, parce que si je regarde un petit peu ce qu'on a fait, par exemple, par rapport aux barres de hauteur, c'est une solution qu'on n'a jamais utilisée, parce qu'aller dormir sur des parkings pourris en bord de route, ou même en bord de plage, c'est pas trop notre truc. Nous, on est plutôt en pleine nature et tout ça. Du coup, on aurait eu un fourgon. Je crois qu'on aurait un petit peu mieux apprécié les choses. Surtout si on envisage d'utiliser le véhicule pendant l'hiver. Je reviens encore une fois là-dessus. Donc moi, je dirais, si c'était à refaire, je ne suis pas sûr que je repartirais sur ce type de modèle-là. Ce serait probablement plutôt un fourgon aménagé qu'un van aménagé avec un toit relevable. Qu'est-ce que t'as, toi? T'es pas d'accord? Bon, le chien apparemment n'est pas d'accord, donc voilà. Bah voilà. Maman, l'élève s'ennuie, donc... Le mot de la fin va être... Voilà, merci. Dire arrêtez et occupez-vous de mon cas. Voilà, bien, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous permettra de vous faire une bonne idée justement de ce qui peut être par rapport à ce véhicule si vous avez l'intention d'en acquérir un à un moment donné. N'hésitez pas à poser vos questions si vous voulez des détails un petit peu plus affinés. Et puis, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En espérant que vous n'oublierez pas le petit pouce levé. Et puis de vous abonner aussi par la même occasion si vous pensez que nos aventures et aussi celles du chien peuvent vous intéresser. Salut, prenez soin de vous. À bientôt. À bientôt.